Virgile, Valérie, pensée poétique. Nous allons commencer par la lecture de la 5e églogue des Bucoliques de Virgile dans la traduction de Paul Valéry. Nous poursuivrons par la lecture d'extraits de la préface que Valéry a donnée lui-même à la publication de ce travail, et nous terminerons par la comparaison de deux traductions, comparaison succincte mais suffisamment éclairante, je crois, et par les réflexions sur le vers, sur la poésie, engendrées par cette comparaison. On pourra entendre, durant cette dernière partie, un nouvel extrait de Virgile, toujours dans la traduction de Paul Valéry, un extrait de la 3e églogue. Je sais que cette vidéo est relativement longue, mais je ne suis pas un tortionnaire. Au bout de 20 minutes, je vous laisserai goûter dans le jardin une petite récréation. Ô Mops, pourquoi donc, puisque l'on se rencontre, toi, flûte de talent, moi, bon diseur de vers, ne pas s'asseoir ici dans l'herbe entre ces ormes? Ménalque, mon aîné, je te dois obéir, donc allons, soit sous l'ombre à tous les vents sensibles, soit plutôt dans cet antre. Observe qu'une vigne le voile maigrement de ses grappes sauvages. Seul Amintas, chez nous, te pourrait défier. Bah, contre Phébus même oserait-il lutter? À toi de commencer, s'il te souvient des airs, des ardeurs de Phyllis ou les gloires d'Alcone. Commence, nos chevreaux sont sous l'œil de Tityre. Non, j'aime mieux chanter des vers que l'autre jour, j'écrivis sur l'écorce et chantai tour à tour. Puis tu provoqueras Amintas à la lutte. Autant à l'olivier le cède un saule souple, et la simple lavande au rutilant rosier, autant doit Amintas à Mops le céder. Jeune homme, assez parlé, nous voici dans la grotte. Deuil cruel, Daphnis mort, les nymphes le pleuraient. Ô ruisseau coudrier, témoin de leur douleur, lorsqu'étreignant le corps de son enfant inerte, sa mère invectiva contre les cieux cruels. Daphnis, nul en ces jours ne mena vers l'eau fraîche tes bœufs venant de paître, et nul bétail ne but, même nul ne goûta l'herbe tendre des prés. Ton trépas fit gémir jusqu'aux lions d'Afrique, qui hurlaient aux échos des monts et des forêts. Daphnis, il nous apprit à subjuguer les tigres, à danser la tillase en l'honneur de Bacchus, à parer de feuillage et de pampres nos thyrses. L'arbre sorne de vigne, et la vigne de grappe, le troupeau de taureaux, les champs de leurs épis. Toi, tu fis notre orgueil. Mais à peine ravis, Palès comme Apollon eux-mêmes nous quittèrent, et la funeste ivrée avec la folle avoine envahirent nos champs dont l'orge était si belle, où l'on voyait fleurir narcisses et violettes, la ronce et le chardon prodiguent leurs épines. Jonchée de fleurs la terre, ombragée les fontaines, berger. Daphnis leur donne et veut de tels honneurs. Élevez un tombeau, gravez-y ce distique. Je fus Daphnis illustre en terre comme aux cieux, berger d'un beau troupeau, j'étais plus belle encore. Ton chant, divin poète, est aussi doux pour moi qu'un bon somme dans l'herbe à mon corps fatigué, ou qu'une eau fraîche offerte à ma soif estivale. Par la flûte et la voix, émule de ton maître, tu seras, bel enfant, le premier après lui. À mon tour, de porter aux astres ton Daphnis, je ferai de mon mieux, à ma façon, pour toi. Oui, je l'exalterai. Il m'aima comme toi.
Est-il rien qui me puisse être plus désirable? Daphnis mérite bien d'être chanté par toi. Stimicone de tes vers m'a déjà fait l'éloge. Daphnis, vêtue de blanc sur le seuil de l'Olympe, contemple sous ses pieds les astres et les nues. De quoi champs et forêts joyeusement jouissent, non moins que les bergers, et Pan et les dryades. Le loup ne guette plus le bétail, ni les pièges le cerf, le bienfaisant Daphnis aime la paix. Les monts boisés, le roc lui-même et les arbustes, tout sonne et dit « Ménalque, un dieu, c'est bien un dieu. Accorde-nous tes dons. Tu vois ces 4 autels, 2 sont pour toi, Daphnis, les autres à Phœbus. Sur eux, d'un lait fumant, 2 coupes chaque année, et 2 cratères d'huile à toi seront offerts. Et près du feu, l'hiver, sous l'ombrage, l'été, rieur, je verserai largement à mes hôtes le vin neuf d'Arusie et le nectar de Chypre. Et je ferai chanter Égone et Damoétas, tandis qu'Alphésibée imitera les faunes. À la fête des chants, à la fête des nymphes, quand solennellement nous les célébrerons, ces hommages toujours te seront accordés. Ton nom sera chez nous aussi longtemps loué qu'on verra les poissons dans les ondes se plaire, l'abeille aimer le thym, le sanglier les monts. Comme à Bacchus, comme à Céreste, les laboureurs te porteront les vœux par lesquels tu les lies. Quel don pour de tels vers pourrais-je bien t'offrir? Non, ni le vent naissant qui souffle du midi, ni la rumeur des flots sur la rive, ni même le bruit sourd du torrent. Rien ne m'enchante plus. Mais laisse-moi d'abord t'offrir ce pipeau frêle qui chanta « Corridon brûlait pour Alexis » et ceci « Ce bétail est-il Amélidée ?» Et toi, prends ce bâton convoité d'Antigène. Quoique digne d'amour, il ne put l'obtenir. Mais vois quel beau bâton, ses nœuds, son bout de bronze. Il y a une très belle préface à cette traduction en vers des bucoliques de Paul Valéry. Il faudrait la lire entière. C'est une commande, la dédicace 1944, dédiée à mon cher docteur A, c'est Alexandre Roudinesco, souvenir d'une collaboration affectueuse et parfois médicale, le 20 août 1944. C'est le docteur Roudinesco, c'est le papa d'Élisabeth, historienne et psychanalyste célèbre, mais je remarque que 44, c'est aussi la date de naissance d'Élisabeth. Il m'a été demandé par un de mes amis, au nom de quelques personnes qui veulent faire un beau livre, de traduire les bucoliques à ma façon. Mais, soucieuse d'une symétrie qui rendit sensible au regard leur dessein de composer des pages d'une noble et solide ordonnance, elles ont pensé qu'il convenait que le latin et le français correspondissent ligne pour ligne et qui m'ont proposé le problème de cette égalité d'apparence et de nombre. C'est là où se place l'échange avec le docteur Roudinesco. Roudinesco tenait à la rime. Et Valéry, vous voulez vraiment la rime? Oui. Paul Valéry répond au docteur, dans ce cas-là, je demande 100 ans. Il est conscient de ce que représente la traduction quand on veut garder la qualité sonore, la fidélité, mais il s'exprime mieux que moi. Je vais vous lire ce qu'il dit. Au bout de quelque temps que je m'avançais dans ma traduction, faisant,
défaisant, refaisant, sacrifiant ici et là, restituant de mon mieux ce que j'avais refusé tout d'abord, ce travail d'approximation, avec ses petits contentements, ses repentirs, ses conquêtes et ses résignations, m'inspira un sentiment intéressant, dont je n'eus pas tout de suite conscience et qu'il vaudrait mieux ne pas déclarer, si j'avais souci d'autres lecteurs que ceux assez intérieurs pour le comprendre. Bon, c'est vrai que ce qu'il va dire maintenant est intéressant, mais ce qui m'a touché, et il va y revenir tout à l'heure, c'est vraiment ce patient travail du poète à la table, à sa table de composition, car il ne s'agit plus simplement d'écrire, mais bien de composer. Voilà l'idée venue à Valérie. J'eus devant mon Virgile la sensation que je connais bien du poète en travail, et je discutais discrètement avec moi-même, par-ci, par-là, du sujet de cette œuvre illustre, fixée dans une gloire millénaire, aussi librement que j'aurais fait d'un poème en travail sur ma table. Je me trouvais par moments, tout en tripotant ma traduction, des envies de changer quelque chose dans le texte vénérable. C'était un état de confusion naïve et inconsciente avec la vie intérieure et imaginaire d'un écrivain du siècle d'Auguste. Cela durait 1 ou 2 secondes de temps actuel, et m'amusait. Pourquoi pas, me disais-je, en revenant de cette brève absence, pourquoi pas? Ce sont toujours au fond les mêmes problèmes, c'est-à-dire les mêmes attitudes. L'oreille intime tendue vers le possible, vers ce qui va se murmurer tout seul, entre guillemets, et murmurer, redevenir désir, le même suspens et les mêmes précipitations verbales, la même orientation de la sensibilité du vocabulaire implexe, comme si tous les mots de la mémoire guettaient leur occasion de tenter leur chance vers la voix. Je ne craignais pas de rejeter telle épithète, de ne pas aimer tel mot. Pourquoi pas? Valérie parle quelque part d'un poète qu'on verrait au travail. On le verrait près d'une roue, comme une roue de tombola, et sans cesse s'arrête, la roue s'arrête sur tel mot, tel autre. Oui, elle repart, lentement, ou bien très vite. On voit passer la case qui est peut-être la case gagnante, trop tard, ou trop tôt même. Mouvement, rotation du lexique, de la syntaxe, la roue se relance en arrière, s'arrête à nouveau. Substitution, hasard, heureuse erreur, sort favorable. J'ai toujours fait mes vers en m'observant les faire, en quoi je ne fus peut-être jamais poète, s'amuse Valérie à dire. Donc, un dernier petit passage, qui termine d'ailleurs par un petit coup de griffe tout à fait légitime à l'enseignement. Je n'ai pu, traduisant les bucoliques, me garder d'appliquer au texte le même genre de regard que je fais au vers français, qu'il soit d'un autre ou bien de moi. Je réprouve, je regrette ou j'admire, j'envie ou je supprime. Je regrette, j'efface, je retrouve et confirme ce que je viens de trouver et je l'adopte sur ce retour qui lui est favorable. C'est exactement ça. À l'égard d'un ouvrage illustre, cette manière de le discuter par analogie peut et doit assurément paraître naïve et présomptueuse. Je ne puis qu'alléguer qu'elle m'était toute naturelle, par les raisons que j'ai dites, davantage. Moyennant cette imagination d'un état encore instable d'un ouvrage bien mieux qu'achevé, je me figurais participer le plus sensiblement possible à la vie même de cet ouvrage, car un ouvrage meurt d'être achevé. Quand un poème se fait lire avec passion, le lecteur se sent son auteur de l'instant et c'est à quoi il connaît que le poème est beau. Enfin, mon illustre identification me dissipait d'un coup l'atmosphère d'école, d'ennui, le souvenir d'heures perdues et d'horaires rigides qui pèsent sur ces malheureux bergers, sur leurs troupeaux et leurs amours de divers genres, et que la vue de mon livre classique me restitue. Je ne sais rien de plus barbare,
de plus infructueux et donc de plus bête qu'un système d'études qui confond la prétendue acquisition d'une langue avec la prétendue intelligence et jouissance d'une littérature. On fait ânonner des merveilles de poésie ou de prose par des enfants trébuchant à chaque mot, égarés dans un vocabulaire et une syntaxe qui ne leur apprennent que leur ignorance, cependant qu'ils savent bien et trop bien que ce travail forcé ne va à rien et qu'ils abandonneront avec soulagement tous ces grands hommes dont on leur a fait des agents de torture et de contrôle, et toutes ces beautés dont la fréquentation précoce et impérative n'engendre chez la plupart que le dégoût. Et oui, le travail se goûte et le goût se travaille. Le faire sentir à des très jeunes gens n'est pas chose facile. À l'extrême du travail de ce goût, tu écris ailleurs, dans les mémoires du poète, que la littérature ne t'intéresse que si tu y trouves les marques d'une pensée de puissance équivalente à celle du langage même. Tu ajoutes la force de plier le verbe commun à des fins imprévues sans rompre les formes consacrées, entre guillemets, la capture et la réduction des choses difficiles à dire, et surtout la conduite simultanée de la syntaxe, de l'harmonie et des idées, qui est le problème de la plus pure poésie, sont à mes yeux les objets suprêmes de notre art. Alors, cher Paul Valéry, à l'attention de ceux qui auront eu l'obligeance de rester avec nous tout ce long quart d'heure de vidéo, ce sera leur récompense, l'idée m'est venue de choisir un autre endroit de ta traduction des bucoliques pour illustrer, appuyer la profondeur de ton propos. Et même si cela doit bien faire plusieurs décennies que je n'ai pas dit de latin à voix haute, attention, je me lance. Virgile, bucolique, églogue 3, les 4 derniers vers. On est prié de ne pas rire. Non nostrum inter vos tantas componere lites, et vitula tu dignus et hic, et quisquis amores aut metu et dulces aut experietur amaros. Claudite iam rivos pueri, sat prata biberunt. Je sais bien que mon accentuation, mon rythme et même ma prononciation sont moqués par mes amis éminents latinistes, mais ce sont des idiots. Et pan. Alors, que nous disent les 4 vers latins qui terminent cet églogue? Toute la pièce se résume à l'affrontement de 2 bergers poètes, Ménalque et Damoetas, qui rivalisent de charme, d'esprit, de virtuosité. Ils se lancent tour à tour à la tête essentiellement des distiques. Et c'est à qui sera le meilleur. Le terme noble couvrant ce genre d'échange stimulant et vigoureux, ce sont les chants amébés, c'est amoibaios, ça veut dire alterner en grec, mais c'est l'équivalent pour les amateurs de rap des battle freestyle. Le nom change, mais l'esprit est le même. Et donc nos 2 bergers s'affrontent poétiquement, mais ce n'est pas Ménalque ni Damoetas qui aura le dernier mot, puisque on s'en remet au juge et les 4 derniers vers sont prononcés par Palémon, qui dit qu'il n'y a pas de vainqueur. Sans perdre mon idée d'illustrer nettement, précisément, l'influence réciproque du travail et du goût, j'aimerais quand même vous lire un extrait de cette 3e églogue. Vous avez remarqué sur la feuille que vous avez sous les yeux un 3e invité, un nouveau nom qui s'inscrit tout en haut de la page, outre ceux de Virgile et de Valéry, Marcel Pagnol. Vous vous demandez peut-être ce qu'il fait là, et franchement moi aussi. Mais je garde ça pour tout à l'heure. D'abord je lis
extrait de la troisième églogue, les vers qui précèdent les 4 vers latins qui en sont la conclusion. Damoetas. Ô tout ce que m'a dit de tendre Galatée, aux oreilles des dieux, brise, faites-en part. Ménalque. Amintas, que me sert que tu ne me dédaignes, si, tandis que tu cours, moi, je veille au filet. Damoetas. Le bétail craint le loup, le fruit mûr craint l'ondée, l'arbre la bise, et moi, lyre d'Amaryllis. Ménalque. Les champs aiment la pluie, et le chevreau l'arbuste, et les brebis le saule, et moi, rien qu'Amintas. Non mais franchement, la fluidité de cette langue valérienne, alors que chaque vers, chaque ligne est vraiment en face d'une ligne de vers latins. Les vers latins sont plus longs. Ah, ça me donne envie de vous mettre un décor plus agréable pour continuer la lecture. Attendez, je vais essayer de vous mettre quelque chose de joli. Il nous faut un jardin et peut-être aussi un petit fond musical. En général, je déteste ce genre de béquilles, mais là, ça fait plus de 20 minutes que vous êtes là gentiment, patiemment, avec Valérie et moi. Je ne suis pas sûr que le seul charme de ma voix suffise à vous tenir longtemps sous son emprise. On passe au jardin. Suivez-moi. Je reprends mon Virgile Valérie. Je redis juste le dernier distique, Ménalque. Les champs aiment la pluie, et le chevreau l'arbuste, et les brebis le saule, et moi, rien qu'Amintas. Damoetas. Polyon goûte fort nos vers, quoique rustiques, muse, pour ce lecteur, parez une victime. Ménalque. Mais Polyon lui-même innove dans notre art, un fort taureau l'huissier, cornu, battant le sable. Damoetas. Qui t'aime, ô Polyon, soit heureux comme toi, que pour lui le miel fluve et le buisson fleurisse. Ménalque. Qui ne hait Bavius, goûte tes vers, ô Moëve. Il peut traire le bouc et dresser les renards. Damoetas. Vous qui cherchez des fleurs et les premières fraises, fuyez, enfants, dans l'herbe, un froid serpent se cache. Ménalque. Halte là, mes brebis, la rive n'est pas sûre, le bélier sèche encore son humide toison. Damoetas. Tityre, éloigne donc tes chèvres de ce fleuve. Moi-même, au bon moment, je les laverai toutes. Ménalque. Rentrez-moi vos brebis, bergers. Si la chaleur allait tarir leur lait, nous les trairions en vain. Damoetas. Hélas, que mon taureau est maigre en plein herbage. Le même mal d'amour creuse pâtre et troupeau. Ménalque. Mais ce n'est point l'amour qui réduit à leurs os ces agneaux. Je ne sais quel regard les envoûte. Damoetas. Dis-moi, si tu veux être un Apollon pour moi, en quel lieu tout le ciel n'a pas plus de 3 aunes? Et toi, dis-moi la terre où sur les fleurs se lisent les noms des rois, alors je te cède Phyllis. Et voilà, nous y sommes. Nos 2 bergers poètes cessent le combat. Qui de nous deux, Damoetas, Ménalque, a été le meilleur? Qui mérite le laurier? Il regarde Palémon, et c'est Virgile, et c'est la traduction des 4 vers latins qui terminent cette 3e églogue, 4 vers très charmants, émouvants, qui nous rendent le jugement. Si toutefois le cinéaste là veut bien arrêter de filmer n'importe quoi, notre caméraman, concentre-toi un peu sur la réponse. Voilà, focus, on ne bouge plus, on écoute. Alors, pour que nous ayons bien en tête le modelage, la marqueterie valérienne, je redis comme je peux
le texte latin. Non nostrum inter vos tantas componere lites, et vitula tu dignus, et hic, et quis amores, aut metuet dulces, aut experietur amaros. Claudite iam rivos pueri, sat prata biberunt. Et Valérie, un alexandrin en face de chaque vers latin. Il ne m'appartient pas de trancher entre vous, vainqueurs tous deux, avec tous ceux qui de l'amour craignirent les douceurs, connurent l'amertume. Mais barrez les ruisseaux, garçons, la terre a bu. Ouf, je ne dis pas encore tout à fait ce que j'en pense, mais musicalité, fluidité, concision, efficacité. Ah, je relis, hein. Il ne m'appartient pas de trancher entre vous, vainqueurs tous deux, avec tous ceux qui de l'amour craignirent les douceurs, connurent l'amertume. Mais barrez les ruisseaux, garçons, la terre a bu. Bravo. Bon, on va tout de suite voir ce qu'a fait Pagnol des 4 mêmes vers. Ce débat me paraît d'une telle importance que je n'ose choisir, et voici ma sentence. Vous deux, vous méritez le prix également, et le méritera tout homme au cœur d'amant, qui de tendres amours redoute l'inconstance, ou d'amers amours supporte le tourment. Enfants, venez m'aider aux travaux agricoles, mes prés ont assez bu, refermons les rigoles. Non, non, ça, c'est pas possible. On a peut-être en Marcel Pagnol un très bon romancier, très bon cinéaste, mais là, on a un être plein de candeur qui s'imagine qu'en comptant 12 et qu'en mettant une rime au bout, on a un poème. Un poème n'a jamais été ça. Un poème est fruit de l'énergie intérieure, du choix et de la décantation. Mais ici, on a la mollesse, la dilution, ce que Rimbaud appelle la prose rimée, et pas besoin d'être Malherbe pour voir le pâté de cheville, le remplissage. Pagnol n'a pas, contrairement à Valérie, la contrainte de devoir faire correspondre chaque ligne de vers français à chaque ligne de vers latin. Mais le résultat de cette liberté, Valérie, tous ceux qui de l'amour craignirent les douceurs, connurent l'amertume. Pagnol, tous deux vous méritez le prix également, et le méritera tout homme au cœur d'amant qui de tendres amours redoute l'inconstance ou d'amers amours supporte le tourment. Non, je vous laisse relire. Regardez les 2 premiers vers de Pagnol, regardez le premier vers de Valérie. Les 2 derniers vers de Pagnol, le dernier vers de Valérie. Je comprends que de Damouetas et Ménalque, Virgile ou Palémon ne puissent choisir le vainqueur, mais de Valérie et Pagnol, je ne comprends même pas comment le deuxième a pu entrer en compétition. Il n'a pas le moindre entraînement, il n'a aucune arme. Vous voyez, lorsque Valérie nous disait tout à l'heure que déjà l'enseignement n'était pas favorable à la formation des esprits au goût des œuvres que l'on appelle œuvres d'art, mais lorsqu'il fait cette traduction, Pagnol n'est plus un enfant, plus un préadolescent. Je vois qu'il a plus de 60 ans. Il est tout sauf un homme inculte. Et la vie ne lui a toujours pas appris ce qu'est un poème. Parce que si la poésie est ce que fait Pagnol, si c'est ça le poème, si c'est ça le vers, je comprends bien sûr Rimbaud d'envoyer tout ça à la poubelle sous le nom de prose rimée et de passer à la prose tout court, comme d'ailleurs font la plupart des poètes depuis 150 ans. Mais
Il me revient à l'esprit, toujours au sujet de l'ignorance, de la candeur esthétique. C'était il y a bien peut-être 30 ans, les comédiens qui viennent me voir, « Oh Louis, ça va t'intéresser, quelqu'un a écrit une pièce, c'est la suite du Misanthrope de Molière. C'est en alexandrin, c'est joué, représenté, ça a du succès. » On me montre un extrait du texte, hiatus, élision abusive, succession de rimes masculines, des fautes de métrique, en veux-tu, en voilà, mais au moins chez Pagnol, je crois qu'il n'y en a pas. Je n'ai pas tout lu. Mais visiblement, le public ne sait pas ce qu'est un alexandrin. Est-ce que l'auteur le sait? Est-ce qu'il abuse de l'ignorance? Oh, un deuxième souvenir. Ah non, mais là, il faut que je m'aère, il faut que je prenne le soleil. Venez, on s'assoit au jardin. C'est un banquier, je crois, il y a une dizaine d'années, qui a aussi publié, fait jouer une pièce qu'il pense être en alexandrin, ou bien peut-être fait-il croire qu'il la pense en alexandrin. Ah, voilà, je l'ai trouvé. C'est une pièce sur la crise de 2008, la crise financière des subprimes. On y trouve ce genre de vers. Là, j'ai trouvé une vidéo YouTube, ce qui me tombe vraiment sous les yeux et dans l'oreille. Vous voyez déjà 2 fautes sur 3 fautes. Les E à l'hémistiche qui sont supprimés, qui ne sont pas comptés, et la rime féminine avec la rime masculine. Et c'est comme ça à chaque tirade, visiblement. Pauvre, pauvre Paul Valéry, nous sommes bien loin de ces près de 5 ans que tu as passé sur la composition des 512 vers de la Jeune Parc. Nous sommes bien, bien loin de cette littérature que tu dis ne t'intéresser que si tu y trouves les marques d'une pensée de puissance équivalente à celle du langage même. Mais, plus modestement, Paolo minora canamus, pour parodier Virgile. Je ne comprends pas que ce soit le successeur du misanthrope ou le banquier. Comment peuvent-ils ignorer les bases? C'est pourtant pas difficile. Bien, moi j'adore m'amuser. Tenez, ce n'est plus un secret pour personne. Je n'arrête pas de poster des blagues, des parodies, pastiches, faux Lamartine, faux Baudelaire, faux Hérédia. À celui-là, dans le genre prose rimée, quincaillerie, c'est bien là qu'on voit que le respect des règles ne fait pas un poète. Mais tenez, si vous cherchez sur YouTube, par exemple, Tristesse d'Alfred de Vigny, évidemment Vigny n'a jamais écrit ça, mais dans cette blague, il n'y a pas une seule faute de métrique. C'est pourtant pas très difficile. Si on veut s'amuser, amusons-nous dans les règles, et pas en bâclant le jeu. Bon, allez, ultime exemple, performatif celui-là, si l'on peut. On va prendre un petit peu de distance. Entre le début et ce moment de la vidéo, j'ai reçu un appel téléphonique d'un latiniste. La réponse, je l'avais interrogé sur la prononciation latine, et il m'engueule. Alors je lui réponds, sans aucune faute métrique, « Mes restes de latin sont dignes d'un bouffon. » Mais n'accusez pas trop l'ex-cancre de Buffon dans sa mémoire embarrassée. Ses souvenirs du bon lycée sont de Virgile un peu, mais moins que du plafond. C'est nul. Mais barrez les ruisseaux, garçons, la terre a bu. Alors tu dis, Valérie, qu'il y a toujours gros à parier que des vers sont mauvais. Tout à fait d'accord. Et moi je dis que la poésie classique reste à faire, mais à faire bien plus que classique.